Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », épisode qui me donne le plaisir de recevoir Stéphane Le Rouge. Stéphane Le Rouge, bonjour. Bonjour, monsieur Meyer. Stéphane Le Rouge, on vous définit comme quoi? Comme un spécialiste des musiques du cinéma, comme un archiviste, un collectionneur, un archéologue, enfin bref, quelle est votre activité? L'activité, ce serait d'abord à la base de faire revivre tout le patrimoine de la musique de film, au départ française et puis internationale, de façon à montrer qu'une bonne musique de film doit servir à la fois le film, bien sûr, mais aussi la musique, et qu'elle peut s'écouter en dehors du contexte du film. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est juste de dire que les musiques de film ont pendant un assez long moment été victimes d'un statut de musique secondaire, de musique d'appoint, de musique qui n'étaient pas des œuvres à plein temps, si je puis dire. Oui, disons qu'évidemment, il y a beaucoup de compositeurs, surtout issus de l'école dodécaphonique, qui voyaient la musique de film comme une sorte d'art appliqué, et donc d'expression musicale totalement secondaire, puisque un féodé d'abord aux exigences, aux astreintes, aux besoins, aux demandes d'un film et d'un metteur en scène. Et il aura fallu des années pour qu'on s'aperçoive qu'en fait, la musique de film peut permettre à un compositeur, à un créateur, de révéler vraiment des choses très très intimes et d'écrire une musique à la première personne, tout comme s'il écrivait pour le ballet ou pour le concert. Parmi les musiciens qui ont écrit pour les films, mais pas seulement, dont vous avez étudié l'œuvre et avec qui vous avez travaillé, il y a Antoine Duhamel. Oui. Alors Antoine Duhamel, il a été le musicien de Godard. Ouais. Il a été le musicien de Bertrand Tavernier. De Paulet, de Truffaut. Et donc, comment vous définiriez les rapports qu'il a eus avec des cinéastes aussi différents quand même que ceux qu'on vient de citer? Alors Antoine, c'était un personnage extravagant d'abord. Vous l'avez connu avec cette espèce de barbe immense qui le faisait ressembler à un mélange d'entre, je sais pas, le groupe de rock américain. C'était le fils de Georges Duhamel. De Georges Duhamel, bien sûr. Il habitait d'ailleurs dans la maison de son père. Donc Antoine Duhamel habitait rue Georges Duhamel, ce qui est assez émouvant. Il avait donc cette barbe qui le faisait ressembler au groupe américain ZZ Top et à Rasputin mélangé. C'est un personnage vraiment extravagant, très très attachant, mais comme disait notre cher Tavernier, il peut se plier à la demande d'un metteur en scène, même si ça le dérange. C'est-à-dire que il fallait aussi qu'un metteur en scène aille le chercher parce qu'il aimait son écriture, parce qu'Antoine n'était pas tout terrain, il avait un emploi, il pouvait pas faire des numéros de contorsionniste ahurissants pour se plier aux demandes d'un film, et quand il le faisait, ça donnait des résultats étranges, comme par exemple quand on lui demandait d'écrire de la musique burlesque dans, par exemple, Tintin et les Oranges Bleues, qui n'était pas forcément sa musique la plus aboutie. Mais quand Godard lui demande Pierrot le Fou, quand Tavernier lui demande La mort en direct, ça donne des partitions avec un lyrisme tragique absolument défenestrant. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous pourriez reformuler la demande de Godard à Duhamel ou la demande de Tavernier à Duhamel pour les deux films dont vous venez de parler? Eh bien, c'est très curieux parce que quand on parlait de Godard, il a fait deux Godard, il a fait Pierrot le Fou, oui. Il a fait Weekend. Et sur Pierrot le Fou, évidemment, la réputation de Duhamel s'est faite notamment sur la grande séquence au cours de laquelle Belmondo et Karina traversent la Durance à pied, habillés, et avec ce grand thème donc, qui s'appelle Ferdinand. Et en fait, il n'y a pas eu de demande. C'est-à-dire que Godard lui a dit, écoutez, je vous ai choisi, regardez les images, etc. Il faudrait peut-être deux thèmes dans le genre un peu Schumann, mais très très flou. Et finalement, Duhamel a ressenti cette musique-là pour cette séquence-là, il l'a enregistrée, et sans aucune concertation, Godard a mixé ce thème-là sur les mêmes images. C'est-à-dire qu'une compréhension totale avec une absence totale d'échange et de dialogue. Et pour le film de Tavernier, qui est un film de science-fiction. Oui. Mais alors là, Bertrand m'avait toujours dit, j'ai donné le scénario à Duhamel dès 1976.
C'est-à-dire 3 ans avant que vraiment la production se mette en chantier pour que le sujet infuse en Duhamel, qu'il trouve des idées, même qu'il enregistre certaines parties de la musique avant le début du tournage pour la diffuser sur le plateau. Et c'est simplement, c'est très curieux, après la disparition de Bertrand, que moi j'ai pris conscience de l'idée de cavale dans les 2 films. Tavernier avait été l'attaché de presse de Pierrot le Fou. Ouais. Et on a 2 cavales, l'une dans le nord de l'Écosse et l'autre vers le sud, vers le soleil. Et c'est 2 cavales de 2 personnages, de 2 couples, et qui ont rendez-vous avec eux-mêmes et avec leur propre mort. Est-ce que vous diriez qu'il y a des appariements cinéastes, musiciens, qui sont particulièrement réussis à la fois humainement et cinématographiquement? C'est très curieux parce qu'il y a toujours cette espèce de culte des grandes collaborations. C'est-à-dire que les tartes à la crème, c'est évidemment, on vous cite toujours Rota et Fellini, Hitchcock et Herman, Sergio Leone et Morricone. Alors que Morricone a fait plus de films, mettons, avec Mauro Bolognini ou Elio Petri, mais peu importe. Et bien sûr, les collaborations sont importantes, les collaborations, disons, au long cours. Et en même temps, il y a des collaborations uniques qui peuvent donner des grands résultats. Vous parliez de Duhamel. Duhamel a fait un seul film pour Patrice Lecomte, Ridicule, et c'est une très grande partition. Godard et Delru, c'est Le Mépris, collaboration unique, Météorite, et c'est une partition absolument exemplaire. Il peut y avoir aussi comme ça des rencontres fugaces, sans lendemain, et qui donnent lieu à des grands résultats. Dans le choix du compositeur, est-ce que, d'une manière générale, on peut pas tout résumer dans la réponse que vous allez faire à ma question, mais est-ce que le cinéaste est maître de son choix? En France, oui. Oui. Le plus souvent aux États-Unis, il y a des pressions de studios, ce n'est pas toujours le cas. En France, oui, et c'est toujours étrange parce que c'est un dialogue entre 2 créateurs d'expressions différentes. Et j'ai souvent remarqué, en parlant avec des metteurs en scène, qu'ils avaient plus de facilité à dialoguer en totale confiance avec des collaborateurs de création qui étaient liés à l'aspect visuel du film. Le directeur de la photographie lui demandait telle ou telle lumière, tel ou tel changement de lumière. Le changement se faisait en une demi-heure. Tout de suite, il voyait le résultat sur un petit combo. Et bon, sur la musique, c'est un langage plus abstrait. C'est comme s'il y avait 2 personnes qui ne parlaient pas complètement la même langue. Et par exemple, le succès de Philippe Sard, qui par ailleurs a signé des grandes partitions, qui est moins un technicien de l'écriture, parce qu'il a des orchestrateurs, des chefs d'orchestre, mais il a un apport décisif auprès des cinéastes, c'est qu'il savait utiliser vraiment le langage, le vocabulaire des cinéastes pour les accoucher, pour cerner leur attente, pour voir jusqu'où aller trop loin, jusqu'à quel langage musical il pouvait admettre ou refuser, etc. Et donc, voilà, tous ces paramètres de ce dialogue, ou de ce non-dialogue parfois, parce qu'il y a des collaborations qui ont implosé, et l'histoire du cinéma est remplie de partitions refusées, qui ont terminé aux oubliettes, qui ont été trappées par les metteurs en scène, mais c'est un dialogue très complexe et très, très, très sensible, et parfois difficile à comprendre de l'extérieur. Parmi les cinéastes dont vous connaissez bien l'œuvre et que vous avez bien connu, est-ce que le plus musicien n'était pas Claude Sautet? Il y avait Claude Sautet. En France, il y avait Sautet, parce que Sautet était un fou de jazz et de Bach. Et qu'il avait été critique musical avant d'être cinéaste. Bien sûr, évidemment. René aussi, qui était vraiment un fou de musique. Tavernier, évidemment. Je n'ai pas connu Jean-Luc Godard. Et puis aujourd'hui, il y a des tas de cinéastes du Nouveau Monde. Enfin, Michel Hazanavicius, par exemple, dans le film, est sorti il y a peu de temps, La plus précieuse des marchandises. Et donc, Claude Sautet, vous diriez qu'il avait une approche particulière de la musique de ses films? Claude Sautet avait une intransigeance, et je pense qu'il a communiqué à beaucoup de cinéastes avec lesquels il travaillait. C'est que Claude Sautet m'a dit cette phrase un jour, mais tellement éclairante. Je ne l'ai pas très bien connue, mais dans la collection dont je m'occupe chez Universal, le premier volume a été un volume Sautet-Philippe Sard. Et donc j'ai pu aller passer du temps chez Sautet, qui malheureusement était déjà souffrant, malade. Le compte à rebours avait commencé. Et donc on a fait des entretiens chez lui, avenue des Gobelins. Et il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, vous savez, le plus important n'est pas sur un film d'écrire de la musique, c'est pourquoi en écrire.
à quelle motivation elle va correspondre. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Et quel sera le point d'entrée de cette musique et quel sera le point de sortie? Parce que l'entrée d'une musique, c'est une dramatisation et la sortie d'une musique, c'est une dramatisation. Et c'est presque une question presque morale ou existentielle, c'est-à-dire un compositeur va voir un film au montage, le cinéaste à ses côtés, et ils vont devoir déterminer à quel moment organiquement le film va nécessiter de la musique et surtout à quelle motivation elle va correspondre. Et alors, j'ai eu également une relation avec lui à propos de la musique, à l'époque où j'animais une émission sur la musique classique, avec un invité. Et quand il a été l'invité, il avait choisi pour la première partie d'une émission qui durait 1 heure, Bach, expliquant comment il est arrivé à Bach, c'est-à-dire par le jazz, et expliquant quelle était la place de Bach pour lui. Puis la deuxième partie, il avait choisi Ravel, et notamment le Pantoum du trio. Ensuite, on a déjeuné chez moi, et comme j'avais pas mal de versions enregistrées de ce trio, voilà, il s'est mis à vouloir en écouter. Et donc, on a écouté. Et puis, 3 ans ou 2 ans après, ça a été Un cœur en hiver. Un cœur en hiver. Et je me suis dit, et il n'était plus là, enfin, j'ai plus eu l'occasion de l'interroger après, mais est-ce qu'un film peut partir d'une musique? Dans ce cas-là, précisément. Il me semble que oui. Il n'y a pas de musique originale. Chacun des 3 personnages, en plus, peut incarner l'un des 3 instruments. C'est vrai. Qui était une chose très impressionnante. Mais sur Sautet, il avait aussi une limite, et c'est un vrai paradoxe, c'est qu'il adorait le jazz moderne, enfin le jazz, comme beaucoup d'artistes de sa génération. L'après-guerre a été une explosion, et la découverte du jazz est liée à la découverte du bebop. Et il adorait Bach, était vraiment son compositeur. Il écoutait certaines œuvres, le clavier bien tempéré, il en avait 30 versions chez lui, qu'il comparait méthodiquement, mais il détestait la chanson. Et c'était une limite. Et par exemple, Sautet, quand on a fait ce disque, m'a dit « Je vous interdis d'ouvrir sur le disque, ou même d'intégrer à ce disque la chanson d'Hélène des choses de la vie. Je la déteste. » Et je lui dis, mais pourquoi, Claude? Elle est iconique, même qu'aujourd'hui, quand il y a des sujets en télévision, en radio, pour évoquer votre collaboration avec Romy Schneider ou Jean-Loup Dabadi, on diffuse la chanson d'Hélène. Et il m'avait dit cette phrase, il m'a dit, je déteste l'idée que mon compositeur et mon scénariste, Philippe Sard, Jean-Loup Dabadi, s'allient dans mon dos pour enregistrer une chanson qui va complètement échapper à mon film. Et il n'avait pas mixé la chanson au générique de fin. Et sur César et Rosalie, Dabadi et Sard ont récidivé, ont écrit une chanson pour Romy Schneider, sur le même schéma, c'est-à-dire mi-parler, mi-chanter. La chanson s'appelle « La maison sur la plage », qui est la maison de Noirmoutier que l'on voit sur la dernière partie du film. Et Schneider a commencé à répéter, et Sautet, monté au créneau, a dit « Stop !» Veto, vous n'enregistrerez pas cette chanson, elle n'existera pas. Et la chanson n'a pas existé. Et c'est tout récemment, il y a 3 ou 4 mois, qu'on a pu retrouver le texte de la chanson dans les archives de Jean-Loup Dabadi et la faire enregistrer par une comédienne d'aujourd'hui, Alice Taglioni. Alain Resnais, c'était le contraire. Par rapport à la chanson, je veux dire. Ah, il adorait la chanson, il adorait la... Alain Resnais aimait autant Berg, Schoenberg, Webern qu'il aimait des chansons populaires. Il était totalement transversal, quoi. Et je pense que Sautet n'aurait jamais pu faire un film comme on connaît la chanson. Jamais. La chanson vraiment n'appartenait pas du tout à son goût, quoi. C'était très étrange. Et Resnais, c'est à la fois certains sommets dans la sophistication et en même temps la résurrection d'une opérette. Bien sûr. En plus de pas sur la bouche, Maurice Yvain. La chanson pas sur la bouche oui, et en plus Maurice Yvain, c'est-à-dire d'un des grands de l'opérette, de cette opérette qui a ensuite été regardée de très haut par beaucoup d'amateurs de musique. Avec une petite nuance, c'est que c'est Maurice Yvain. Et en même temps, il confie les orchestrations, parce qu'il n'existe de l'opérette qu'un piano-voix, c'est-à-dire, on ne sait pas comment elle a été orchestrée à l'époque, et il confie à Bruno Fontaine. C'est Bruno Fontaine, oui, et qui va mettre un piment harmonique totalement contemporain. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est quand même une opérette des années 20, mais il y a on comprend que c'est un regard
sur les années 20 et sur cette écriture-là, je trouve, qui est vraiment passionnant. Et René, j'ai fait une anthologie sur la musique de ses films, mais c'est sublime de pouvoir se dire qu'il y a Maurice Yvain, et puis sur un autre film qui est Je t'aime, 25 ans ou 30 ans plus tôt, il y a Penderecki. Enfin, ça couvre un spectre absolument stupéfiant. Stéphane Leroux, je vous remercie de nous avoir permis de dégrossir un peu le sujet des musiques de cinéma et je vous propose que nous nous retrouvions pour parler d'un autre sujet sur lequel vous avez co-publié avec lui d'ailleurs un livre qui est Michel Legrand. Donc à notre prochain rendez-vous.